Hi, this is Jana Anthony from Empower Your Mind, and welcome to the Spanglish World Networks on Zingo TV, channel 250 and 251. Please remember to download both the Zingo TV app on the respective app stores in iOS and Android devices. And while you download, make sure to rate and leave a comment. And this app is free. Zingo TV is also available on Google Chromecast, Amazon Fire and Fire TV sticks, Roku sticks, and also on all smart TVs from 2016 forward. Donc ce soir, c'est la version en français. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Liliane Fuchs de Fuchs Synergie, éducatrice spécialisée et thérapeute holistique, avec une expérience très large professionnelle auprès des personnes en situation de handicap depuis plus de 20 ans, c'est le temps, spécialisée dans l'accompagnement des personnes ayant une épilepsie. Et c'est ça aujourd'hui notre sujet principal. Mais elle travaille aussi tant avec les adultes que les enfants. Elle les accompagne dans les moments clés de leur vie, comme lors des périodes de transition, recherche du sens de leur vie, difficultés scolaires ou professionnelles et autres. Donc, merci pour l'accepter mon invitation et bienvenue ce soir. Merci, Jana. Je suis très heureuse d'être là. Effectivement, j'ai une certaine expérience avec les enfants et les adultes présentant un handicap, et spécifiquement l'épilepsie, dont je travaille depuis plus de 20 ans avec des personnes qui ont une épilepsie plus ou moins importante. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous en parler, et très volontiers de pouvoir aussi répondre à vos différentes questions. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont déjà des questions, ou toi, Jana, si tu as des points que tu aimerais aborder. J'en ai plein, mais avant de commencer, juste parlons un peu de toi d'abord et de ton parcours et comment en fait tu es arrivée à cette profession-là de devenir la thérapeute holistique, et surtout en fait qu'est-ce que t'a poussé ou qu'est-ce que t'a inspiré de devenir la thérapeute spécifiquement pour les enfants en épilepsie ou les gens en épilepsie? Alors, c'est un parcours de vie, en fait, qui a commencé déjà sur les bancs de l'école, où j'étais beaucoup avec les enfants, enfin mes camarades de classe, qui étaient là, mis un petit peu à l'écart par rapport aux autres personnes. Et de ce fait-là, j'allais moins facilement vers eux pour chercher à comprendre pourquoi ils étaient mis à l'écart. Et je les ramenais un petit peu sur le groupe en expliquant au groupe que ces personnes, elles étaient aussi bien que n'importe qui d'autre, même si elles avaient certains comportements un petit peu particuliers ou autres. Ensuite, l'école a été terminée, il a fallu choisir un travail. Et j'ai commencé mon travail comme nurse, c'est-à-dire une personne qui prend l'accompagnement des enfants de leur naissance, vraiment tout de suite à la maternité, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et j'ai fait cette formation qui m'a permis de découvrir plein de domaines de la petite enfance, les milieux privés, donc en famille, le milieu au niveau des hôpitaux, des maternités, mais aussi dans les crèches et dans les institutions qui accueillaient des enfants justement avec des besoins particuliers, dont l'épilepsie, du TSA, donc de l'autisme et d'autres troubles dont on n'avait pas forcément diagnostiqué de nom à cette époque-là quand j'ai fait mes formations. Et donc, quand j'ai terminé ma formation de nurse, j'ai cherché du travail et j'ai eu l'occasion de travailler dans une institution pour adultes qui souffrait aussi de différentes problématiques plutôt psychiques, mais aussi certains avec de l'épilepsie. Et j'ai voulu continuer ma formation en devenant éducatrice spécialisée. Ce qui m'a amenée dans une institution spécialisée dans la neuroréhabilitation, donc tout ce qui concerne la réhabilitation neurologique, donc tout le cerveau et tout le tronc cérébral qui va jusqu'en bas de la colonne vertébrale, donc tous les nerfs, les connexions nerveuses. Et là, j'ai commencé de travailler, j'avais 25 ans, avec des personnes qui souffrait, si on peut dire, qu'il y avait une maladie en fait avec de l'épilepsie qui était plus ou moins importante. Et j'ai fait ma formation d'éducatrice spécialisée et très vite, j'ai aussi eu envie
de pouvoir offrir toutes mes compétences aux personnes en dehors de l'institution, parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui vivaient en dehors de l'institution et qui n'avaient pas forcément accès à des soins parce qu'ils n'étaient pas en institution. Donc, j'ai continué mes formations de thérapeute pour pouvoir offrir aussi des soins aux personnes en dehors des institutions. Ah, c'est un sacré parcours et tu as raison, c'est parfois, encore une fois, je prépare mes questions bien sûr, mais encore une fois, tu tapes dans quelque chose, ça doit être super difficile donc pour les personnes ayant épilepsie de trouver en fait un soutien où aller, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est un sujet qui est très peu communiqué dans le grand public et il y a des gens, ils savent quasiment rien. Moi, personnellement, maintenant, je sais un peu plus parce que j'ai une amie qui travaille dans le monde d'Angleterre aussi avec l'épilepsie. Mais moi, ce que je savais tous c'est l'épilepsie, c'était quelques images dans les films, une personne tremblant, partant par terre, retirer la langue. Et c'est tout ce que je savais sur l'épilepsie. Et j'imagine que le grand public, c'est à peu près la même chose. Alors oui, oui, bien sûr, tout à fait. Le grand public a beaucoup cette vision-là de l'épilepsie et il y a eu beaucoup de mythes sur l'épilepsie. Après, beaucoup de personnes ne survivaient pas forcément aux crises d'épilepsie parce qu'on n'avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui. Nous, en Suisse, on a eu des personnes qui sont décédées non pas de l'épilepsie, mais parce qu'on les attachait aussi quand ils faisaient des crises, parce qu'il y a des crises qui peuvent être extrêmement violentes, comme tu viens de le décrire, où les personnes tremblent, tombent par terre, s'agitent dans tous les sens. On peut avoir aussi, parce qu'ils respirent très fortement, un peu de bave qui va couler. Mais vraiment, parce que la respiration, en fait, il faut bien penser que c'est au niveau ici, cérébralement, qu'il y a une décharge électrique qui se fait dans le cerveau. Donc, il y a tout qui se met à bouger de manière incohérente. Et certaines fois, ça va avoir des répercussions sur le corps entier. Il existe effectivement des crises comme ça. Aujourd'hui, on en voit encore, mais souvent, ces personnes-là ont de la médication qui fait que les crises sont beaucoup plus douces. Si on n'avait pas la médication qu'on a aujourd'hui, effectivement, on en verrait peut-être encore beaucoup des crises comme ça. Sinon, on peut avoir des crises d'épilepsie qui ne se voient presque pas. Une personne qui va être assise comme là, je le suis en face de toi, en face de vous tous, et simplement, voilà. Et c'est cet arrêt sur image que je viens de faire qui sera la crise d'épilepsie. Donc, vraiment quelque chose de très doux, très simple, mais la personne, il y a vraiment, pouf, comme un voile qui s'est fait pendant quelques secondes. C'est ce qu'on va appeler une absence, mais c'est aussi en lien avec, dans le cerveau, un endroit du cerveau qui tout d'un coup donne une décharge électrique et stoppe en fait tout le fonctionnement. Après, ça peut être des crises qui peuvent être un peu plus fortes, où la personne va respirer plus fortement, avoir des petits tremblements, par exemple en étant, je le fais là, et voilà, c'est terminé. Donc, on aura beaucoup de crises comme ça et les médicaments aujourd'hui stabilisent souvent les crises qui vont être des crises comme je viens de vous montrer là. Dans des institutions comme là où je travaille, on est avec des personnes qui effectivement n'ont pas réussi à stabiliser forcément les crises, donc où on aura des crises qui seront plus importantes, où la personne peut tomber tout d'un coup, vraiment, pouf, comme si elle s'est encoublée, elle tombe et elle se retrouve au sol, elle respire fortement. Généralement, ces personnes-là, on sait que ce sont des crises qui sont plus importantes. Donc, il y a aussi une structure autour d'elles pour éviter qu'elles se blessent et que ça puisse être impressionnant. Donc, ce n'est pas forcément des personnes qu'on verra au milieu du magasin qui vont tomber. Ou peut-être, on peut une fois voir une crise comme ça parce qu'une personne, une fois dans sa vie, occasionnellement, elle aura fait une crise, elle aura fait ce type de crise. Et tout de suite, elle sera prise en charge aussi après médicalement parce que ça peut arriver. C'est extrêmement rare, mais c'est quelque chose qui de temps en temps peut aussi arriver. Je ne sais pas si ça a clairement répondu à ta question, j'espère. Ouais. Oui, non, c'est super intéressant. Et moi, j'aimerais bien, parce que grâce à mon ami que j'ai eu ici aux États-Unis, je sais maintenant aussi un peu plus de ça. Donc, j'aimerais bien en fait parler des personnes qui ont des crises un peu plus subtiles, disons, qu'on peut rencontrer sans savoir que c'est une crise épileptique.
et comment, en fait, je m'aimerais bien, en fait, explorer comment la grande public, nous, en tant qu'en master, et tu sais, je suis beaucoup dans l'éducation, les enfants, donc j'aimerais bien vraiment le cibler pour les enfants. Comment les reconnaître et comment réagir? Parce que souvent, tu vois, s'ils ont cette voix, cette absence, j'imagine qu'on a la tendance, mais tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai pas la réponse et on a la tendance de le secouer et crier sur et je sais pas. J'imagine que c'est justement ça ce qu'il faut éviter. Alors oui, tout à fait, il faut éviter. Après, selon la crise, ça va être extrêmement difficile de savoir si l'enfant est en crise ou il est juste dans la lune. Ce qu'on entend par dans la lune, c'est quand l'enfant il est à l'école et puis d'un coup il regarde par la fenêtre et puis pouf, son esprit part. Et puis ça dure un petit moment et il revient. Parce que des fois, on pourrait se dire, ah oui, mais elle nous a dit que la crise d'épilepsie, l'enfant il est loin et tout. Et c'est vrai qu'on peut des fois le confondre. Maintenant, quand il y a une absence, des fois, elle n'est visible que sur le long terme par rapport aux effets secondaires des crises où l'enfant va vraiment avoir des difficultés d'apprentissage parce que c'est pas juste qu'il est dans la lune, mais très loin, il a quand même entendu ce qui se passait. Et qu'on arrive en lui disant « Eh oh, coucou, est-ce que tu es là ?» Et puis il revient, que l'enfant qui est en crise, on a beau lui dire « Coucou, est-ce que tu es là ?» Il ne revient pas tout de suite. Il reviendra quand le cerveau sera détendu. Enfin, ce sera calmé au niveau du champ électrique. Ouais. Et quand il va revenir, il aura peut-être un côté à se dire « Mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, à ce moment-là, un peu désorienté, c'est ça? Désorienté, totalement, c'est tout à fait ça. Et ce qui est important, justement, quand on est en contact avec des enfants comme ça, bah, c'est de pas crier dessus, mais de lui dire, voilà, on va prendre un prénom, n'importe quoi. Coucou, Georges, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es avec nous? Alors, si tu n'es pas avec nous, en ce moment, c'est que tu dois être peut-être, voilà, loin avec ton esprit. Si on ne sait pas vraiment si c'est une crise d'épilepsie ou pas, si on sait qu'il est diagnostiqué, on peut dire, je suis sûrement en train de faire une crise d'épilepsie. Donc, en ce moment, tu es à l'école ou tu es à la crèche ou tu es, enfin, citer l'endroit où l'enfant est et lui parler pour qu'au moment où il revient, on est toujours en train de lui parler et de lui expliquer ce qui s'est passé. On était en train de faire ceci, ton esprit est parti, tu étais en crise. Mais tu n'as pas bougé de ta chaise, tu as juste ton esprit qui est parti, ou tu n'as pas bougé de l'espace où tu étais. Et lui demander comment lui va et surtout lui demander comment il se sent après parce que des fois ils peuvent avoir mal à la tête, ils peuvent avoir soif, ils peuvent être fatigués, ça fatigue énormément même si ce sont des petites crises. Donc vraiment de rassurer l'enfant et de reprendre si c'est justement dans un espace éducatif où l'enfant va devoir apprendre des choses, de vraiment revenir sur la matière qui a été enseignée pour que l'enfant ne perde pas en fait une partie de l'enseignement. C'est vraiment ça. Et ce qui est très important, c'est d'observer aussi le temps qu'a duré la crise. Vraiment d'avoir une montre avec soi et d'observer combien de temps ça a duré. Parce que du moment que c'est de l'épilepsie, c'est des renseignements qui seront très importants pour les médecins aussi, pour pouvoir accompagner par la suite l'enfant au niveau médicamenteux. Ça, c'est très intéressant et merci pour ça. Donc, il faut rassurer l'enfant par la suite et regarder le temps. J'imagine que les enseignants, ils sont au courant dès qu'ils ont un enfant dans la classe qui a une épilepsie. Mais est-ce que les enseignants puissent aussi regarder, par exemple, peut-être qu'ils ont un enfant et il développe sa première crise dans la classe sans que les parents et les enseignants ils sachent que cet enfant... C'est effectivement quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Les enseignants, effectivement, s'il y a déjà un diagnostic qui est posé, les enseignants seront informés. Après, il en va aussi des parents d'être très clairs sous quelle forme est la crise. Moi, je reçois quelqu'un ici où je fais les massages MEBP, on pourra peut-être en parler plus tard, parce que le sujet n'est pas là, mais sa crise, c'est vraiment quand il se réveille où il va avoir un peu comme une toux. C'est vraiment... Et la maman m'en avait parlé. Il a fallu presque 2 ans pour que je voie une crise, parce qu'une fois c'est arrivé,
sa grand-maman était avec moi, puis elle me dit: «Ah bah là, il fait une crise». Et moi, je m'étais dit: «Oui, bah, il a toussé». Et malgré que j'ai vu beaucoup de crises, effectivement, j'aurais pas forcément pensé que c'était ça, n'en ayant pas vu, parce qu'il est relativement bien stabilisé et il en fait plutôt la nuit. Donc maintenant que j'en ai vraiment vécu une avec cet enfant, je suis aussi beaucoup plus à même de pouvoir l'observer. Donc souvent, il faut avoir, c'est peut-être pas le mot de dire ça, mais la possibilité ou la chance de vivre la crise d'un enfant avec quelqu'un qui en a déjà vu une, pour savoir exactement comment elle est quand ce sont des crises justement un petit peu comme là que je vous ai raconté, ou juste le fait qu'il fait comme s'il était un petit peu perdu dans ses pensées. Après, quand ce sont des crises plus importantes, effectivement, la maîtresse pourrait peut-être le voir si c'est la première à l'école, que l'enfant se met à trembler comme ça, ou que ça le prend vraiment sur tout le corps et qu'il vient chuter de la chaise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la part des enseignants, ça va être extrêmement important du moment qu'il y a un comportement différent, particulier chez un enfant qu'elle n'avait jamais vu jusque-là. C'est vraiment d'en référer tout de suite aux parents, que les parents puissent aussi observer ou avoir une attention, dire s'ils l'ont déjà vu ou pas, et pouvoir très rapidement voir au niveau médical s'il y a quelque chose ou pas. Ouais. Parce que au final, c'est vraiment l'électroencéphalogramme, Ouais. donc des petites électrodes qu'on met sur la tête, qui va voir comment réagissent les neurones, qui pourra dire s'il y a un foyer épileptique ou pas. Ouais. Non, les enseignants, ils ont une observation assez développée, donc ils sont capables. Mais aussi, j'imagine, en ayant enseignante aussi, en étant enseignante aussi, que avec tous les enfants dans la classe, avec le comportement qui est de plus en plus difficile à gérer, que ça peut quand même un peu écouler à quelques moments avant qu'on peut mettre vraiment le doigt dessus. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien observer et de noter quand on voit un comportement un peu différent. Qui aussi, il y a un petit côté, alors on peut être extrêmement cartésien, mais en tant qu'enseignant, on connaît ses élèves et des fois on peut se dire, tiens, là, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre chez cet enfant. Et ça peut aussi être des fois une petite sonnette d'alarme de se dire, tiens, je vais observer un peu plus chez cet enfant, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça reste quand même un diagnostic. Soit les parents l'ont vu très tôt dans le développement de l'enfant, parce que tout d'un coup, il y a eu une première crise et les parents se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et très vite, le corps médical va être appelé pour comprendre ce qui se passe. Quand ça se développe plus tard, mais effectivement, des fois, c'est un peu plus particulier. Maintenant, dans la plupart des épilepsies, elles arrivent plutôt très tôt dans l'enfance, dans les premières années de vie, ou sinon, elles peuvent arriver aussi à l'âge adulte, où il y aura des fois une crise, comme je disais tout à l'heure, qui peut arriver comme ça, sans qu'on en comprenne la raison, ou parce qu'il y a eu un accident grave avec vraiment une commotion cérébrale sévère, qui va effectivement mettre des lésions au niveau du cerveau et amener cette problématique électrique au niveau des neurones. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est inné, mais qui peut être aussi créé par un traumatisme cérébral assez grave, qui peut déclencher, en fait, ou décrocher cette maladie. Mais parlons un peu des enfants qui souffrent de cette maladie, parce que selon mes expériences, malheureusement, une maladie quelconque, souvent on perd avec des fortes émotions aussi de honte, de culpabilité, je suis différente, je suis faible, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu rencontres ces émotions ou comment en fait, comment les enfants ils le prennent et ils le vivent? Alors, les enfants, quand ils sont vraiment petits, ils le vivent. Ils se posent pas trop de questions. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que
il y a plus des difficultés de comportement petit à petit qui vont arriver parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive. Et surtout, chaque fois qu'il y a une crise, il faut un peu imaginer que c'est comme si tout d'un coup, sans comprendre pourquoi, on s'endormait d'un sommeil très profond et on se réveille tout d'un coup avec un mal de tête ou une douleur quelque part, ou on se réveille sans forcément avoir de douleur, mais il nous manque vraiment un morceau de notre vie, de la journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire que l'enfant, petit à petit, va développer, comme tu disais, émotionnellement et autres, des difficultés, mais certains troubles, en fait, de comportement, où il peut venir des fois de la colère, de l'agacement, même ça peut aller de la colère où ils vont pouvoir devenir peut-être avec une certaine violence, ou une sorte de dépression aussi parce que voilà, ils sont pas bien avec ça, ils comprennent pas, ils voient qu'ils sont différents des autres, qu'ils n'arrivent pas à évoluer de la même manière et se mettent gentiment à l'écart parce qu'ils vont avoir de la difficulté scolaire, parce que les autres copains vont aussi peut-être les montrer du doigt, les critiquer. C'est ça, j'ai pas en fait rajouté, mais cette émotion de honte et culpabilité, ça viendra souvent justement dans le collectif et on sait très bien comme les enfants, quand ils comprennent pas, ils deviennent méchants vis-à-vis l'un et l'autre. Et c'est pour ça que j'ai imaginé que peut-être ça rajoute, c'est super ce que tu as dit aussi, ce qu'ils ressentent eux-mêmes, la frustration, la colère, ne pas savoir en fait qu'est-ce qui se passe, comment le gérer, et après de se sentir, ah ouais, il y a quelque chose de mal avec mon cerveau, avec moi, je suis différente, machin truc, je peux pas faire ça, certainement ça. Et quand ils sont dans un collectif qui n'est pas aussi éduqué sur ça, ce qui se passe, ça peut se tourner aussi contre lui et il peut, comme tu dis, soit l'enfant il se retire elle-même, soit il sera peut-être attaqué quelque sorte de son entourage. Donc, ça doit être émotionnellement, psychiquement, ça doit être pas évident à gérer, à vivre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider à gérer toutes ces émotions à part de cet effet biologique, tu vois, ce qu'il dit cet enfant. Alors, il y a ce que je disais tout à l'heure, la technique MEBP, en fait, qui est un massage pour enfants à besoins particuliers, qui est vraiment une technique qui a été développée d'ailleurs au Canada par Mélissa Boulanger, qui permet vraiment de donner un espace à l'enfant où il va pouvoir se poser, se détendre et vivre régulièrement la même chose. Donc, même s'il vient, parce que la technique est faite, elle est soutenue de pictogrammes, et c'est vraiment tout le temps exactement les mêmes gestes, les mêmes mouvements pendant 30 minutes. Et cela permet à l'enfant de mieux comprendre son corps, donc à développer sa proprioception, comme on appelle dans le jargon, mais aussi de se donner une confiance parce que si une fois il fait une crise pendant la séance, la fois d'après, il va pouvoir vivre ce moment en comprenant ce qui se passe. Donc, ça lui permet vraiment d'avoir ce temps qui lui donne la possibilité de s'apaiser, de mieux comprendre son corps, d'avoir vraiment cet espace ressource où il va pouvoir, après, quand il rentre chez lui, être plus détendu pour pouvoir faire ses exercices de la journée, s'il a des devoirs, ou mieux comprendre aussi ses journées et lui redonner une confiance aussi dans qui il est, dans ses capacités, dans ses compétences, mais aussi pouvoir plus facilement être en lien avec son entourage, les copains d'école ou dans les différents sports qu'il peut pratiquer. Donc tu l'as fait pendant le massage, tu l'as fait aussi apprendre peut-être un automassage pendant la crise ou des autres techniques, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'apaiser ou... Alors, il y a dans cette technique, il y a de l'automassage qu'on fait aussi avec l'enfant. Il y a plusieurs volets, en fait. Maintenant, il faut bien se rendre compte que l'enfant, quand il est en crise d'épilepsie, comme un adulte d'ailleurs, ne peut rien faire que de subir la crise. Ouais. Donc, il peut utiliser la technique avec les automassages qu'on aura travaillé ensemble après la crise pour de nouveau s'apaiser, pour les refaire sur lui-même et retrouver aussi cette proprioception, se
réapproprier aussi son corps après la crise grâce à cet automassage. Tout à fait. Comment les enfants y répondent à un massage? Et peut-être c'est aussi différent par rapport de l'âge, non? Mais j'imagine que les enfants, ils sont un peu 5 ans, 6 ans, je sais pas s'ils se laissent masser facilement. Alors, généralement, oui, ils se laissent facilement masser. Il y a toujours la première fois où on se voit, où ça permet de découvrir aussi l'enfant, que lui puisse découvrir le massage. Et chaque enfant réagit différemment parce que certains enfants apprécient, c'est un massage en fait par pression. Donc on est vraiment je regarde juste mon ordinateur et on appuie. C'est pas un massage où on va frotter comme ça, on appuie vraiment sur l'enfant qui est couché au sol sur un matelas futon, donc un matelas assez dur, pour vraiment qu'ils ressentent la pression, un peu comme du tai chi, sans que ce soit douloureux. Et certains enfants vont apprécier qu'on a fortement pressé sur eux, d'autres ont besoin de plus de douceur. Donc, c'est vraiment chaque enfant qui réagit à sa façon. Certains enfants ont besoin de suivre avec leurs propres mains nos mains pendant le massage, d'autres s'endorment. Certains bougent tout le long. Donc, c'est vraiment propre à chaque enfant. Il n'y a pas de règle particulière, si ce n'est qu'en règle générale, du moment qu'ils viennent, je vois qu'ils sont apaisés, ils apprécient ce moment de détente, cette demi-heure vraiment où ils peuvent vraiment lâcher et se permettre d'être totalement avec eux-mêmes. C'est un peu quand tu as parlé de cette technique, ça me rappelle des shiatsu. Est-ce qu'il y a aussi une liaison avec le shiatsu? Alors, c'est totalement une technique qui est basée sur les mouvements du shiatsu. C'est repris en fait des mouvements du shiatsu. Simplement, c'est totalement adapté pour des enfants à besoins particuliers. Au départ, c'était spécifiquement pour des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, qui ont TDAH, et attention, donc vraiment, voilà tout ce qui est autisme, tous les troubles 10. Et moi, j'ai reçu des personnes justement qui avaient différents troubles, dont l'autisme aussi, où j'ai une assez grande connaissance, et de l'épilepsie beaucoup justement. Et j'ai vu qu'aussi pour les personnes avec l'épilepsie, c'était extrêmement aidant pour eux. Est-ce qu'on peut faire aussi quelque chose pour rendre les crises d'épilepsie moins fréquentes? Alors, oui, il y aura certaines stimulations qu'il faudrait éviter. Par exemple, chez certaines personnes, certains enfants, la chaleur, typiquement, va favoriser les crises. Donc là, par exemple, on a eu des grosses chaleurs ces jours. Donc c'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment important de faire le maximum pour permettre à l'enfant de rester au frais. Donc après, ça sera de lui proposer, si on n'a pas une piscine parce qu'on n'a pas de jardin, mais de lui proposer peut-être un petit peu plus souvent de prendre des bains, de mettre un peu d'eau dans la baignoire pour que l'enfant puisse aller se rafraîchir dans la baignoire ou sous la douche si on n'a pas de baignoire, qu'il puisse vraiment se rafraîchir parce que les températures, quand elles commencent d'arriver vers des 27, 30, 32 degrés, ben c'est vrai que ça demande énormément au cerveau. Et pour ces enfants-là, ça peut être quelque chose de problématique. Après, ça s'est avéré dernièrement que c'était pas ce qui était le plus fréquent. Ça n'empêche que tout ce qui est stimulation visuelle, typiquement comme la télévision avec les dessins animés où il y a des je voulais poser la question vitesse, voilà, c'est pas recommandé parce que ça demande énormément d'efforts au cerveau, de concentration et tout. Donc, à un moment donné, il y aura trop et ça peut déclencher une crise aussi. Donc, si on a besoin de mettre les enfants un moment devant la télévision, ce qui peut arriver parce que voilà, on doit faire à manger ou comme ça, favoriser plutôt des chaînes très tranquilles comme une chaîne de planètes animaux ou enfin où il y a des animaux vraiment c'est très calme, où les images sont très très calmes, les sons sont doux aussi, ce qui évitera de risquer de provoquer une crise.
Ouais, mais quelque chose qui sera moins stimulant en fait pour les enfants, qui va pas les mettre dans le mode agité, c'est Voilà. ça? C'est ça, comme les tablettes avec les jeux, bah plutôt favoriser des jeux comme des puzzles, où l'enfant devra vraiment prendre une pièce après l'autre pour la déplacer, plutôt qu'un jeu avec des voitures qui vont à toute vitesse et qu'il faut aller très très vite, où là les images défilent aussi à une grande vitesse et ça peut de nouveau stimuler cérébralement de manière excessive. Parlons un peu des parents, parce que j'imagine quand les parents ils reçoivent ce diagnostic de leur enfant, ça doit être un choc pour eux. Totalement. Et en fait, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, quoi faire, et surtout, en fait, où chercher l'aide. Parce que moi aussi, j'imagine maintenant que mon enfant sera diagnostiqué avec ça, et ben la première chose, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, où je peux aller, comment je puis aider mon enfant, et tout ça, en fait, comment le gérer autant que les parents aussi, de manière psychique. Alors, il y a au niveau médical des aides qui sont apportées avec, en allant voir le pédopsychiatre, les neurologues, où eux vont déjà avoir, en tout cas les neurologues, des réponses par rapport à quelle épilepsie a l'enfant, quel syndrome est-ce que c'est. Et une fois qu'il y a cette information, il y a, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, énormément de groupes qui se mettent en place. Enfin, il y a des groupes qui se mettent en place. Donc, d'aller sur les différents réseaux sociaux et de noter le syndrome dont le diagnostic a été donné pour l'enfant et se mettre dans ces groupes. De regarder. Voyons la bon côté des réseaux sociaux. Enfin. Totalement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est aidant. Moi, je suis plusieurs de ces groupes, justement, et je vois que les parents, entre eux, s'apportent de l'aide. Il y a aussi des professionnels, voilà, comme moi, dans ces groupes, qui peuvent apporter des réponses, qui des fois peuvent pas apporter de réponse, mais simplement apporter une écoute. Typiquement, ben, nous, en tant que professionnels, au niveau de l'éducation, au niveau comme thérapeute, bah, certaines fois, j'ai pas de réponse, mais d'avoir écouté vraiment cette écoute non jugeante, avec bienveillance des parents, c'est déjà une aide. Donc, pour les parents, il y a aussi vraiment ce besoin parce que leur enfant, c'est un choc déjà pour eux. Ben oui, Et c'est ça. après, il y aura tout le regard de l'extérieur. Comment les amis vont prendre ça? Comment ils vont être? Est-ce qu'ils vont encore nous inviter pour souper? Est-ce qu'on va encore faire des choses ensemble? Parce qu'ils auront peur que notre enfant fasse une crise au milieu de la piste de ski. Donc, c'est aussi vraiment les gens autour, les amis qui étaient là, les amis qui viendront, tout ça, de garder contact vraiment avec vos amis dont l'enfant a une épilepsie et de parler avec eux, de continuer de vivre normalement et quand ils ont besoin, ben, de leur offrir aussi cette écoute, une épaule et une présence. Parce que C'est c'est bien vrai, que ouais. pour les parents, c'est vraiment ce côté où tout d'un coup, ils se sentent complètement seuls et incompris dans ce qu'ils vivent. C'est très bien que tu parles de cet aspect-là parce que j'avoue que je n'ai pas pensé tout de suite. J'ai pensé, voilà, c'est un stress, soutenir un enfant, un peu mettre peut-être leur vie personnelle à côté et concentrer sur le bien-être de son enfant. Que voilà, ça va être peut-être aussi créer quelques frictions dans la relation entre les deux parents. Ça, certainement, ça va affecter. Mais j'ai pas pensé à ces côtés-là de leur entourage, des amis. Et ça c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et je reviens encore une fois à la grande public qui en sait rien du tout de ça. Et donc, qu'est-ce que tu conseillais à ces parents de rassembler les amis et dire ouvertement, écoutez, notre enfant est maintenant ça, mais c'est crises, il en est comme ça, mais on peut continuer notre vie comme jusqu'à maintenant, et on apprécie votre soutien. Comment en fait les parents doivent y s'y prendre pour ne pas se retirer parce qu'ils vont voir une certaine distance? Voilà. Alors,
C'est une excellente question. Et j'ai envie de dire, c'est comme les enfants qui réagissent au massage, ça sera à chaque parent aussi de voir par rapport à son réseau social, ses amis et eux-mêmes, comment ils se sentent, quelle est la meilleure stratégie. De peut-être, effectivement, comme tu le suggères très bien, de dire, ben, on fait une soirée, on réunit tout le monde et on en parle. Ça peut être une stratégie pour certains parents. Pour d'autres, ils souhaiteront plutôt inviter leurs amis les uns après les autres. D'autres préféreront ne pas en parler du tout et petit à petit s'éloigner. Et ça, c'est aussi quelque chose que, en tant que réseau d'une personne qui a un enfant avec une épilepsie, il faut qu'on accepte on peut, si on voit que des amis s'éloignent, de peut-être aller vers eux en disant mais ça fait un moment que je t'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et de poser la question, mais d'accepter que la personne ait peut-être envie ou pas de répondre. On ne peut pas les forcer. Et surtout, c'est aussi pour les parents, ben, peu importe la manière dont ils souhaitent ou pas ne parler de ce qui leur arrive, il y a une réalité, c'est que peu importe ce qu'ils vont faire, certains amis vont s'éloigner et d'autres vont arriver. Et ça, c'est exactement la même chose que dans une vie normale. Le jour où vous vous mariez, il y a des amis qui s'éloignent, il y en a d'autres qui arrivent. Le jour où vous avez un enfant, il y a un besoin particulier ou pas, il y a des amis qui restent, il y en a d'autres qui s'en vont. Et c'est vraiment ce jeu de la vie qui, malgré ce diagnostic, fait aussi partie de cette réalité. Donc, ce n'est pas une fatalité du fait du diagnostic, c'est quelque chose qu'on voit à chaque événement. Quand on a un décès dans la vie, dans notre vie, il y a des personnes qui s'éloignent, il y a d'autres personnes qui s'approchent de nous parce que aussi elles ont peut-être vécu la même chose ou pas forcément, mais elles ont une affinité par rapport à ce qui nous est arrivé ou voilà. Et c'est vraiment ça qui évolue. Après, par contre, je voulais venir sur la fratrie, sur les frères et sœurs, si je peux. Ah oui, oui, non, avec plaisir, ça c'est très important, oui, oui. C'est vrai que les frères et sœurs, ils sont aussi énormément impactés. Peu importe qu'ils soient plus grands ou plus petits, ils sont énormément impactés parce que l'enfant qui a l'épilepsie, forcément devient un petit peu le centre, parce qu'on le regarde un petit peu plus, on est attentif, est-ce qu'il y aura une crise, pas une crise, on devra aller plus souvent chez le docteur avec. Il y aura des différents soins qui vont être proposés et des fois, les frères ou les sœurs vont se sentir un peu mis à l'écart. Donc, c'est aussi important de vraiment, en tant que parents ou amis, mais surtout les parents, effectivement, ça leur met encore une charge en plus. Malheureusement, mais voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment de se dire, OK, on a on donne beaucoup pour l'enfant qui a l'épilepsie, mais qu'est-ce qu'on peut donner aussi aux autres enfants? Typiquement, il y a beaucoup de soins, donc est-ce qu'on peut apporter un temps privilégié avec le frère, la sœur ou les frères et les sœurs par un temps de loisir spécifiquement pour eux, ou aussi, on revient à la technique MEVP qui est extrêmement favorable aussi pour les frères et sœurs qui peuvent aussi profiter de ce temps qui leur est totalement accordé, ou souvent ça leur permet aussi de parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent dans un milieu qui est vraiment protégé et où rien ne sera transmis, sauf si eux sont d'accord que ce soit fait. Et c'est pas un endroit avec un psychiatre qui leur demande de raconter toute leur vie. Ils sont vraiment libres de parler ou pas. Donc, c'est vraiment bénéfique autant pour le frère, la sœur, que pour l'enfant à besoin particulier, que pour les parents aussi qui auront des enfants qui seront beaucoup plus apaisés par rapport à ce que la vie leur a fait vivre, en fait. Non, ça c'est effectivement, merci beaucoup de rajouter ça parce que c'est très important qu'il ne faut pas oublier en fait des frères et des sœurs, et je dirais presque de l'inclure en fait dans la vie. Tu vois, il peut parler, il peut se masser réciproquement et il peut faire toujours des choses ensemble, donc ne pas vraiment exclure ou mettre à côté des frères et des sœurs parce que ça peut être blessant et pas du tout bénéfique, au contraire. Et tant qu'ils sont enfants, aussi
qu'ils n'aient pas plus de responsabilités face à ce frère ou cette sœur qui a l'épilepsie, mais qu'ils aient aussi des responsabilités comme s'il n'y avait pas l'épilepsie. Alors, c'est très facile à dire, hein, ça j'en conçois. C'est plus difficile à mettre en place. Simplement, c'est juste si les parents, malgré tout ce qu'ils ont déjà traversé à vivre et à devoir gérer, s'ils ont de temps en temps cette petite question de se dire est-ce qu'on charge les frères et sœurs ou pas. Voilà, juste des fois de se poser la question, et ça peut aussi permettre pour les frères et sœurs de se dire ok, on peut vraiment rester des enfants et de leur accorder ces temps privilégiés, de peut-être des fois aussi simplement dire ben voilà, le frère ou la sœur qui a l'épilepsie va aussi passer une journée à l'extérieur ou en garderie, en crèche, j'en sais rien, pour pouvoir vraiment être avec les frères et sœurs et faire quelque chose spécifiquement pour eux, qui ne serait peut-être pas forcément approprié pour le frère ou la sœur qui a cette difficulté, comme peut-être des parcs d'attractions avec des attractions un peu plus comment, c'est pas violente, mais un peu plus comme les grands 8 et comme ça, peut-être un peu trop stimulant pour, voilà, plus stimulante pour, ouais, c'est ça le nom. pas pour neurotypique. Et qu'est-ce que, rajoutons encore à cette équation des enseignants. Si les enseignants, voilà, et ils ont un enfant dans cette classe, en fait, comment les enseignants doivent s'y prendre, comment le gérer, comment doit-elle, moi je dirais que je connais la réponse, mais je dois bien le savoir de toi aussi, doit-elle le communiquer à toute la classe ou doit, je ne sais pas, comment en fait un enseignant s'y prendre si elle est informée ou il est informé que voilà, cet enfant il souffre d'épilepsie dans la classe. Alors, selon le degré d'épilepsie, l'enfant risque d'être mis dans une classe spécialisée. Donc, forcément, il ne sera pas forcément tout seul. Ou s'il est justement parce qu'il arrive à suivre le programme scolaire, selon la facilité qu'il aura à suivre, il est possible ou pas qu'il y ait, par exemple, un soutien à sa scolarité avec un éducateur ou une éducatrice qui sera là pour l'accompagner, pour être un peu à côté. Maintenant, parce que rappelle-moi, tu es à Genève, n'est-ce pas? Moi, je suis sur Genève, oui, et on est dans l'éducation d'inclusion, donc je pensais qu'on inclut maintenant, qu'on met tout le monde dans la classe et ceux qui ont besoin ont une assistante ou un assistant, voilà. Donc, ce que j'entends est que si un enfant souffre d'épilepsie, il est placé toujours dans une école spécialisée. Alors, pas forcément, non, justement, ça va dépendre du degré de l'épilepsie et des effets collatéraux de l'épilepsie et combien il y a de crises. Voilà, donc après, on favorise effectivement l'inclusion. Et quand il y a inclusion, selon en fait le degré de l'épilepsie, il n'y aura pas spécialement besoin de soutien parce que l'enfant va suivre et les crises seront peut-être plus des crises nocturnes, donc la journée il sera un peu plus fatigué, ou là peut-être il y aura une fois par mois où l'enfant est trop fatigué pour aller à l'école et ça la maîtresse, l'enseignante sera informée. Comment informer la classe de ça? De nouveau, c'est beaucoup dans la discussion en réseau avec les enseignants, avec les parents, qui vont aussi discuter quelle est la meilleure manière d'informer les autres élèves. Parce qu'on n'informera pas de la même manière des enfants qui sont en toute première année de 4-5 ans que des enfants qui ont déjà 8-10 ans. Donc, ça, c'est clair. Ça, voilà. c'est clair. Donc ça, c'est beaucoup, je dirais qu'il en vient là de la responsabilité aussi de l'enseignante, du moment qu'elle est informée de l'épilepsie, de prendre contact en amont avec les parents pour savoir comment eux, ils souhaitent que l'information soit transmise, s'il faut être totalement transparent ou s'ils préfèrent que ce soit plutôt quelque chose de discret selon l'épilepsie de l'enfant.
Après, par contre, ce qui est très important, autant pour les enseignants que les éducateurs qui vont peut-être avoir l'enfant en garderie ou en soutien scolaire ou après l'école, dans j'ai plus le nom, les endroits où on va après l'école en attendant de rentrer à la maison. C'est vraiment s'il y a une crise, il y a une observation extrêmement spécifique à avoir qui comprend vraiment le fait de regarder le temps, donc l'heure à laquelle la crise a commencé et à laquelle elle finit. De regarder aussi, c'est vraiment un check du haut du corps jusqu'en bas du corps, d'observer les yeux, est-ce qu'ils sont devenus rouges ou pas, est-ce qu'ils sont fermés, est-ce qu'ils sont ouverts, d'écouter la respiration de la personne, est-ce que c'est une respiration normale, est-ce que c'est une respiration qui fait du bruit ou pas, est-ce qu'il y a des tremblements sur la personne, parce que oui, ça peut arriver. S'il y a des tremblements, est-ce que c'est un seul côté? Est-ce que c'est les deux côtés? Si c'est un seul côté, est-ce que c'est à gauche ou à droite? Est-ce que l'enfant, il a fait des urines? Alors après, s'il est en pampers, ça sera difficile de voir, mais s'il n'en a pas, on le verra tout de suite. Il y a tout un détail, il y a toute une liste d'observations. C'est peut-être bien si l'enseignant avait cette liste à quoi en fait faire attention. Je pense avec le temps, elle va s'approprier ça, mais au début, avoir une liste. Alors au début, on se dit oh là là, faut se souvenir de tout ça. Donc là, c'est vraiment après une fois qu'on a vérifié s'il y avait des urines ou pas, enfin des liquides corporels. On regarde comment s'est arrêtée la crise et c'est juste de le noter. Ce qui fait que c'est des informations qu'on peut vraiment donner après aux parents et au neurologue qui, lui, pourra mieux comprendre quel type de crise fait l'enfant. Donc, moi, ce que je conseille, c'est qu'effectivement, là, je le donne à l'oral, mais c'est vraiment éventuellement de mettre ici je ne sais pas, c'est rediffusé, hein, c'est juste. Hein. Oui, oui, oui. Donc, de mettre sur pause et puis de noter sur un cahier, voilà, c'est le temps, donc heure, etc. etc. On peut après le mettre aussi dans la description parce que je regarde le temps. Le temps est cool, on n'a plus tellement de temps. Et mais après, on s'en souvient parce que c'est vraiment ce check qui est fait, quoi. Oui, oui. Mais avant que tu nous laisses ici tes coordonnées et vraiment nous donnes la spécifique, le service spécifique, tout le service à côté de la technique EMBT que tu offres soit aux enfants, soit aux parents, soit tout ce spectre. Je trouve, en tant qu'enseignante, aussi très important vraiment de le thématiser dans la classe pour éviter justement un harcèlement éventuel, un harcèlement qui peut se créer si les enfants ils savent pas ce qui se passe avec leurs camarades. Et ça, je trouve, et qu'on t'a très bien dit, on le communique différemment avec les enfants qui ont 6 ans et différemment avec les enfants qui ont 12 ans. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve très important quand même de le faire. Alors oui, maintenant, si les parents souhaitent ne rien dire, il va aussi être important de respecter l'avis des parents et ne pas divulguer une information de ce type. C'est quand même une information qui relève de la sphère privée, intime par rapport à l'enfant. Et si les parents qui sont l'autorité souhaitent une discrétion là-dessus, il va être important d'être discret. Donc, après, ce sera de voir comment, selon le type de crise, comment l'enseignante peut peut-être en parler à la classe en disant, voilà, il se peut que l'un de vous, de temps en temps, ait des comportements particuliers qu'on ne comprenne pas. Si ça arrive, je vous demanderai d'observer ce qui se passe et de venir m'en référer. Sans montrer l'enfant directement qui a la problématique, mais simplement d'en parler. Ça peut aussi être pour les enseignants quelque chose en début d'année qu'elles pourraient très bien faire d'office, ce qui amènerait une certaine bienveillance des enfants les uns vers les autres, qu'il y ait ou pas des enfants avec une épilepsie dans la classe. Et désolée, je dois un peu couper la parole à cause de temps.
Mais j'ai eu un enfant dans la classe aussi qui ne souffrait pas d'épilepsie, mais d'autres maladies. Et j'ai demandé en fait cet enfant s'il voudrait adresser à la classe ou pas. Donc, je n'ai pas demandé les parents, mais je demandais l'enfant. Et cet enfant, il était d'accord. Et dès qu'on a adressé ça dans notre cercle de parole, voilà, une période, les enfants, ils étaient beaucoup plus compréhensibles qu'on s'imaginait avant. Donc, je vois bien vraiment quand même recommander, en tout cas, avec la permission, mais en tout cas vraiment prendre ce chemin-là. Mais on arrive vraiment à la fin, donc je te invite encore vite, très vite, de dire où les gens puissent te trouver. Alors, vous pouvez me trouver dans le canton de Genève, à Confignon, et dans le canton de Fribourg, à Fétigny, à côté de Payerne, donc tout ça en Suisse. Et je fais justement la technique MEBP, donc c'est la technique de massage pour enfants à besoins particuliers et aussi pour les adultes. J'ai fini la formation cette année pour les adultes. Je travaille aussi de manière comme thérapeute holistique où j'offre des soins complets aux adultes, aux enfants, où je vais travailler au niveau de vraiment la globalité des besoins de la personne. Je vois que le temps est au bout, donc oui, c'est voilà. Ça. Donc, on met les coordonnées. Internet ou c'est trop tard? On donne des coordonnées au-dessous des vidéos. Ça, c'est dans la description. Ce sera le meilleur moyen. Je pense que les personnes te trouvent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, partout sur Liliane Fuchs ou Fuchs Synergie. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Joanna. Et malheureusement, c'est la fin. On dépasse un tout petit peu. Donc, le dernier message à tous nos auditeurs, merci beaucoup de nous suivre. And this show can be also heard on the Spanglish Radio Network. Please check out http://spanglishboard.ca for all the news and programming. Spanglish Board, watch it, hear it, read it, download it, and learn it. Thank you very much.